Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle télémission autour de la thématique se nourrir, dans laquelle on va parler autour de 4 rubriques de sport. On va également partir à la découverte d'une cantine solidaire et on va également partir à la rencontre de 2 chefs cuistots qui vont nous faire découvrir des cultures culinaires différentes. Même si l'alimentation est un sujet qui nous touche à tous et à toutes, on ne prend pas assez soin d'elle comme il le faudrait, par manque de temps, d'argent ou même de sensibilisation face à ce sujet. Par conséquent, nous allons aborder et discuter ce thème, se nourrir, à travers 4 profils différents. Un professionnel de santé, mais également une sportive de haut niveau qui fait des études supérieures. Également des chefs cuisiniers qui fusionnent sous un même plat 2 continents différents, mais également des restaurateurs solidaires. Alors notre objectif à travers cette émission, c'est de vous prouver qu'on peut bien manger tout en étant étudiant, sportif ou même en situation de précarité, tout en prenant en effet soin de son corps parce que c'est ça le plus important. Tout de suite, la rubrique société, on va s'immerger au sein d'un restaurant solidaire qui s'appelle Copine. Le rapport qualité-prix, parce que tu payes pas cher et tu manges très bien pour le coup. Télé solidaire. Télé solidaire. Salut à tous, c'est Pierre pour Télé Sorbonne. Aujourd'hui, on a à Copine, un restaurant solidaire dans le 14e et on va poser quelques petites questions. En fait, on a 2 menus. Nous, notre public de base, c'est les jeunes et les étudiants. Donc, c'est pour ça que pour elles et eux, on a fait des menus à 3 € entrée plat ou plat dessert. Mais l'idée, c'était aussi d'avoir un lieu qui soit ouvert sur le quartier parce que c'était pas pensable du tout d'ouvrir un lieu qui soit uniquement réservé à un seul public. Pas forcément pour parler des mixés, mais juste pour permettre des rencontres, des discussions, des échanges. C'est pour ça qu'on a fait un autre menu qui lui est à 10 € pour le grand public, toujours avec un entrée ou un plat. Donc ça permet à des jeunes de pouvoir manger 3 fois dans la semaine au restaurant pour à peine 9 €, donc c'est assez sympa. J'ai décidé de casser un petit peu les codes et de sortir de la restauration classique pour aller vers quelque chose une restauration plus collective. Et je suis tombée sur l'annonce de la Copine. L'idée, c'est de transformer et que quand les gens viennent au restaurant, ils n'aient pas cette sensation de cuisine végétarienne, mais juste des légumes rôtis. L'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre entre les saveurs. Donc on a des bons produits bruts qui sont bio, donc l'idée est de trouver un équilibre entre les saveurs, les textures et les couleurs. Poireaux vapeur avec sabayon aux agrumes, chips de betterave et fruits secs. Les plats, on les choisit en fonction de l'arrivage, voilà, et de la saison. Après, tout se crée autour de la recherche. On discute beaucoup entre nous dans l'équipe, donc ça on arrive maintenant à être rodé à savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Au-dessus de nous, on a une résidence étudiante, donc on a des retours très fréquents et on sait plus ou moins ce qui va marcher ou pas. Donc on se base vraiment sur un petit peu notre manière de travailler. Tous les jours, on est un peu dans la recherche de ça. Voilà, c'est essentiellement ça. Quand on arrive ici, moi je vous assure, je commence à 15h, 16h. Je suis chez moi, j'arrive ici, j'ouvre les frigos. On se fait un petit point avec Jade, est-ce que ça te dit qu'on fasse ci ou ça? Et puis après, c'est de l'improvisation totale, quoi. Mais c'est vrai que c'est à la base sourcé d'une recherche et une créativité qui existe déjà derrière. Et après, on communique beaucoup entre nous. Et puis, on fait aussi en fonction des goûts des personnes qui ont l'habitude de venir ici. Mais je reviens tout le temps, là c'est la 2e fois de la semaine. Ça va revenir, ça revient tout le temps. Je viens 2-3 fois par semaine en général. L'idée, c'était de créer un lieu qui soit hyper convivial, où les gens peuvent venir discuter. On a mis que des grandes tables, comme ça, même si t'es venu seul à la base, tu peux quand même manger avec d'autres personnes au final. Et c'est comme ça qu'on a créé la Copine il y a bientôt 2 mois. Je suis au sein de l'association Copains et lorsqu'ils ont fait l'inauguration le 14 octobre, je suis venue et voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et en fait, le lieu est encore mieux maintenant que ce que je croyais parce que les bénévoles se le sont hyper bien appropriés, tous les habitantes et les habitants aussi, les habitués, c'est ce qui est le plus agréable, se le sont trop bien attribués. On a plein de jeunes qui proposent plein d'idées, là c'est des jeunes qui ont demandé à mettre un sapin, d'autres qui ont demandé à mettre une bibliothèque, il y en a qui veulent mettre un frigo solidaire aussi, il y en a plein qui ont envie de faire des permanences d'accès au droit avec des assos aussi l'après-midi, ou alors juste des ateliers écriture, des ateliers discussion, des ateliers peinture. Donc en fait le lieu fonctionne encore mieux que ce à quoi je m'attendais et il y a encore plus de bonne humeur et de sentiment d'être à la maison que ce qui était prévu à la base. On les reçoit ici, on s'assure, même si ça reste des bananes, des poires pendant un certain temps, une créativité et pour ça on va aussi sélectionner à côté des produits qu'on va avoir dans notre économat. Le restaurant est complet tous les soirs, voilà. Je pense que c'est d'abord parce qu'on arrive à bien le visibiliser auprès des concernés étudiantes mais aussi jeunes. C'est aussi que le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne vraiment le mieux dans ce genre de projet-là. C'est aussi les habitantes et les habitants qui passent. On est dans un quartier qui est hyper bien situé. Le 14e arrondissement, c'est l'arrondissement avec le plus d'étudiantes et étudiants. On a 2 résidences étudiantes au-dessus. On a la cité universitaire internationale qui a 3 stations de tram.
Donc le restaurant est plein tous les soirs, mais vous pouvez quand même venir, on trouve toujours de quoi s'arranger, on rajoute des chaises, on rajoute des tabourets, avec plaisir. Télé solidaire. Au sein de la rubrique Sport Santé, nous allons recevoir Axel Lelin, diététicien et nutritionniste, et Zora, qui est étudiante en master et sportive de haut niveau. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux invités de marque, donc Zora Kelly et Axel Lelin. Donc moi je vais te présenter Zora, donc tu as 23 ans, tu es actuellement en master de sciences politiques à Paris-Nanterre. Et avant, tu faisais une licence d'histoire, du coup, à la Sorbonne Université. Ouais. Et tu es aussi une escrimeuse. En 2022, tu as gagné le championnat d'Afrique senior d'escrime et tu as gagné aussi en équipe. Ouais. Et en 2024, tu as eu la chance de participer au JO, félicitations, en catégorie féminine, du coup, d'escrime. Exact. Je vais te présenter, donc tu es diététicien étudiant depuis maintenant 10 ans. Par rapport à ton parcours, tu as fait un DUT à Paris-Créteil en diététique. Puis après, tu as fait une licence stable d'1 année à Paris-Nanterre. Et enfin, tu as terminé avec un DU Nutrition et Sport à l'université de Pierre et Marie Curie. Tout à fait. Tu es également cofondateur de l'application ApplyCloud, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Une application qui aide les étudiants à prendre soin de leur santé mentale, mais également fondateur depuis depuis cette année, de l'application LumiPixel. Donc c'est une application, si j'ai bien compris, pour les universités, pour qu'elles prennent soin de la santé de leurs étudiants. C'est bien ça? Exactement, c'est à destination des étudiants en fait. Et on travaille avec les universités, le but c'est que ça soit gratuit pour les étudiants. Parfait. Donc la première question, c'est pour toi Zora. Quel rapport as-tu avec la nourriture en étant sportive de haut niveau, mais en même temps aussi étudiante? Alors, la nourriture, ça a été... J'ai jamais eu de gros problèmes avec la nourriture. Et notamment le fait d'être sportif de haut niveau, c'est vrai qu'il faut un régime assez particulier, enfin pas particulier, mais faut faire quand même assez attention, avoir les bons nutriments et les macronutriments pour s'alimenter, avoir de la force pour faire du sport. Et non, enfin j'ai pas eu ce problème que certains étudiants ont, par exemple, pour tout ce qui est nutrition. Donc ça va, j'ai quand même un bon rapport avec tout ce qui est alimentaire. Parfait. Pour Axel, quelles seraient tes recommandations en termes d'alimentation lorsqu'on pratique un sport, mais aussi pour prendre soin de notre hygiène de vie tout simplement? Alors il y a différentes choses. Je dirais que sur l'activité physique et sportive, la priorité c'est l'hydratation. C'est le premier constituant du corps, on en trouve partout, des pieds à la tête, on est constitué d'eau. Et partout où l'eau est présente, elle y joue un rôle finalement. Donc on en a dans le cœur, dans les muscles, dans les articulations. Et ça a un impact direct à la fois sur nos capacités mentales et physiques. Pour le sportif, ça va par exemple avoir un impact sur sa concentration, sa vigilance, sa mémorisation, son nombre d'erreurs aussi. Pour les sports par exemple, pour le basket, le nombre de tirs réussis, le nombre au football aussi. Et du coup sur la force musculaire et sur l'endurance. Donc c'est la première chose vraiment à optimiser, je dirais. Pour retenir des conseils très simples finalement, la première chose c'est de boire tout au long de la journée, du lever jusqu'au coucher, tout simplement parce qu'on perd de l'eau tout au long de la journée avec nos différentes activités, avant, pendant et après l'effort, et maintenir cette urine de couleur claire. Ensuite, je dirais que ce qui est important pour un étudiant qui fait du sport, c'est tout simplement de composer des repas à peu près complet et équilibré, on va dire, au mieux possible par rapport à ce qu'il a à disposition. Parce que c'est vrai que parfois, il y a certains aliments qui sont un peu chers, je pense par exemple aux protéines. L'idée, c'est d'avoir un petit peu de légumes dans l'assiette, donc pour les fibres, les vitamines et les minéraux, des féculents, pâtes, pain, riz, légumes secs, sarrasin, patates douces, tout ça. Donc les féculents pour l'énergie, qui va moduler en fonction de tes activités un petit peu. Et également une source de protéines, soit végétale, soit animale.
Donc, et effectivement, pour un étudiant, souvent, il va se tourner vers des protéines végétales, mais en faisant les bons apports, on pourra en parler ensuite, on peut avoir tout ce qu'il faut en combinant un petit peu les protéines végétales pour répondre à ses besoins. Donc je dirais bien composer son assiette, bien s'hydrater et bien récupérer aussi. Le troisième pilier, la récupération, c'est ce qui permet à un sportif de progresser. Donc s'il ne récupère pas bien finalement de sa séance, il ne va pas profiter des bénéfices finalement de l'entraînement sportif. Donc si j'ai bien compris, l'eau est primordiale. Et donc un étudiant, quand il révise en période partielle, mais s'il fait du sport en même temps, il va toujours être avec sa bouteille d'eau pendant qu'il travaille. À portée de main, exactement, tout à fait. Pas seulement pendant la séance. Exactement. Et donc par rapport aussi, le sommeil est très important, donc le repos. Donc même si, pour moi, les 8 heures de sommeil, quelles sont les heures que vous conseillez pour... Alors en fait, c'est vrai que les messages qu'on entend souvent un petit peu dans les médias, ça va être 8 heures de sommeil, mais finalement c'est un peu une extrapolation des besoins de la population. Et on a tous des besoins différents. En consultation, finalement, la question à poser, c'est combien de temps vous dormez actuellement et combien de temps vous sentez que vous avez réellement besoin pour être en forme et reposé. Et finalement, c'est un petit peu cet écart qui va donner un petit peu le temps de sommeil qu'on a besoin de récupérer. Et le sommeil, ça intervient notamment dans la récupération et la progression. S'il n'y a pas une bonne récupération, le sportif ne va pas notamment construire le muscle, c'est pendant le repos, donc c'est vraiment essentiel. Et toi, du coup, justement, vu que c'est ton métier, est-ce que toi, ça t'influence genre tous les jours? Est-ce que tu dis, ok, faut que je mange ça, faut que je fasse attention, faut que je mange ça? Est-ce que tu respectes vraiment tout à la lettre, ou est-ce que ça t'arrive de te faire plaisir, de manger telle ou telle chose? Alors je me dis pas il faut que je mange ça et ça, parce que justement l'un des problèmes avec l'alimentation, notamment en consultant à l'université, les principaux patients que je reçois, c'est les troubles du comportement alimentaire et aussi surpoids, obésité. Du coup, on a beaucoup de messages qu'on se dit un petit peu dans la tête, il faut ci, il faut ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et finalement, si on rentre un petit peu dans une vision comme ça de l'alimentation, on en oublie le rôle principal qui est de se nourrir et de répondre aux besoins de son corps tout simplement. Et ça passe aussi par le plaisir de s'alimenter. Après, c'est sûr qu'il y a une influence parce que vis-à-vis des connaissances un petit peu que j'ai, mais j'essaie toujours de revenir un petit peu à la source, de me demander comment c'était initialement dans la nature. Et effectivement, c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on a une société qui a beaucoup de connaissances. On n'a jamais autant de connaissances sur l'alimentation. Et en même temps, en parallèle, on n'a jamais eu autant de problèmes de poids finalement. Donc revenir à des choses simples comme écouter son corps, écouter ses besoins, composer une assiette à peu près avec des couleurs déjà un petit peu équilibrées. Et le corps finalement, ça fonctionne très bien. Il sait vraiment ce qu'on a besoin quand et en quelle quantité. Ouais. Et évidemment, faut se faire plaisir. Clairement. Quand on parle d'une assiette où il faut mettre des légumes, etc., des fois on peut imaginer des trucs super secs, alors qu'en fait avec un petit assaisonnement, une petite sauce, ça va toujours bien, et on peut quand même se faire plaisir avec ça, quoi. Donc c'est super important aussi d'avoir envie de manger et savoir que on va se régaler en fait. Clairement, et il n'y a pas besoin d'être un grand chef pour bien manger finalement. Avec quelques éléments dans son assiette, un petit peu d'astuces, des petites vidéos de temps en temps pour s'inspirer, et puis ça va bien en général. Même pour éviter tous les troubles, je pense qu'il faut vraiment éviter de se frustrer et vraiment faire Clairement. sans, La frustration, en fait, dès qu'il y a un contrôle, il y a une perte de contrôle derrière. Donc malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société qui pense beaucoup avec la tête. On nous apprend à réfléchir, à calculer, à quantifier. Mais finalement, ce contrôle, c'est pas naturel. Parce qu'initialement, il y a des aliments. On va vers les aliments, on les mange, on écoute notre corps, et puis quand on a ce qu'il faut, on s'arrête. Mais aujourd'hui, justement, le fait d'avoir une vision un peu de rigueur, ça c'est bon, ça c'est pas bon, on va se contrôler, et comme tu dis, cette frustration, elle va créer derrière, si c'est très régulier, et notamment dans des périodes où on est un petit peu déstabilisé au niveau émotionnel, ce qui arrive beaucoup quand on est jeune, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, effectivement, ça peut créer un peu de déséquilibre derrière sur le corps. Et justement, cette période, donc toi tu as participé au JO, est-ce que cette période des JO ça t'a pas un peu stressé et du coup est-ce que t'as pas dû régler ton alimentation en fonction de la compétition? Est-ce que c'était pas plus compliqué que d'habitude en fait? Moi, ce qui était beaucoup plus compliqué, c'est que du coup, sur l'année, parce qu'on se qualifie un an avant les Jeux Olympiques, et sur l'année olympique, sur la préparation, déjà, les entraînements, ils sont beaucoup plus intenses.
ça devient de plus en plus dur physiquement et mentalement. Et du coup, le plus dur pour moi, en tout cas personnellement, ça a été de m'hydrater tout le temps. Parce que c'est vrai que on se rend pas compte, mais je me faisais des entraînements, on faisait 9h, 15h tous les jours, sans compter que on partait à l'étranger. Du coup, le temps de décalage, des fois le corps il récupère pas assez vite, du coup fallait boire. On prenait aussi des compléments alimentaires. Du coup, c'est vrai que tout ça, ça aide, mais voilà, en fait, sur l'année olympique, c'était un peu plus compliqué parce que notre entraîneur, il nous prenait en poids, il mesurait, il calculait un peu notre poids, on se faisait peser tous les lundis, presque tous les lundis, et moi, j'avais un peu, pas cette frustration, mais j'avais toujours peur de me dire, ouais, j'ai pris un kilo en trop, ou je suis pas dans mon poids de forme, et au final, dès que je me suis dit, mais je fais pas attention, je vais pas faire attention, mais j'avais toujours peur, j'avais un moment, une frustration où je me suis dit, je suis grosse, alors que pas du tout. J'ai commencé à me mettre des frustrations pour rien du tout, je mangeais pas, moi, ce que j'aimais faire, c'est qu'après mes repas, je prenais toujours un truc sucré, et au final, à un moment donné, sur une période, j'avais arrêté, et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis plus en train de me frustrer qu'autre chose. Je me sens bien quand je prends un truc sucré derrière, donc je vais pas changer. Et au final, j'ai pas changé, j'ai pas eu de... en fait, je préférais ne pas être frustrée et continuer dans ma préparation comme ça, garder le même rythme, parce que ça va... j'arrive quand même à cuisiner, je sais quand même de quoi j'ai besoin pour mon corps, mais c'était plutôt mettre un accent sur l'hydratation. Ok. Et ouais, en fait, c'est même quand on fait du sport, on peut s'accorder ce petit truc sucré à la fin, justement, pour pas se frustrer, quoi. Clairement. Je voulais te poser une question aussi. Nous, on est étudiants et souvent, on prend pas assez de temps de cuisiner des plats réfléchis, des plats nutritifs, des plats même sains, même tout de même copieux. Par exemple, ça m'arrive d'aller au Crous des fois, ou même à la cafette. Et je veux savoir si ton avis sur les plats au Crous, si par exemple on pratique du sport et on mange au Crous, est-ce que c'est contre-productif pour notre corps ou on peut juste faire plus attention à ne pas prendre de dessert, pas de boissons sucrées, tout ça? Alors, globalement, les repas au Crous, ils ont été faits justement avec des diététiciens pour répondre quand même aux besoins des étudiants. Donc ils évaluent un petit peu sur la semaine, ils font des menus et ils évaluent pour que dans la semaine il y ait un petit peu tout ce que vous avez besoin. Donc souvent je trouve pour le rapport qualité-prix, surtout qu'aujourd'hui la nourriture elle a vraiment augmenté. Honnêtement moi quand j'ai des patients qui prennent leur repas au Crous, je sais qu'ils vont avoir une assiette plutôt bien construite. Et ça va très bien. Parfois, c'est même plus simple que cuisiner chez soi et même moins cher pour les étudiants boursiers notamment, qui peuvent avoir des repas à 1 euro. Donc, c'est plutôt bien et peut-être bientôt à l'ensemble des étudiants. Je trouve que c'est une très bonne alternative personnellement. Et même, il y a des pôles, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un pôle végétarien, un pôle tradition. Clairement. Même un pôle gris, si on veut se faire plaisir une fois par semaine, frites, gris, des gros desserts très bons. Voilà, après, il a le choix, l'étudiant, et puis en fonction des besoins, finalement, il peut s'orienter vers les différents pôles. Je dirais que parfois, c'est pas vraiment les Crous, mais c'est plutôt les cafétérias Crous, où là, il y a plutôt tous les jours sandwich, panini, etc. Donc là, finalement, l'étudiant, si c'est ça toute l'année, je dirais qu'il répondra un peu moins à ses besoins, finalement. Mais les Crous, en général, ça va plutôt moi, bien. je sais qu'il y a certains jours dans la semaine, en fait, j'ai pas le temps d'aller manger au Crous. J'ai que le temps d'aller à la cafette et en fait, je prends un sandwich et je me rends compte que pendant 1 heure, ça va, mais après, j'ai super faim, en fait. Exactement. Je fatigue vite. Et par rapport à des moments où je peux me cuisiner des plats, où je vais manger au Crous, je vois vraiment pour le coup la différence. Et tout à l'heure, on parlait du pôle végétarien. Quand tu es étudiant et que tu es végétarien, même en général, est-ce que être végétarien, ça change vraiment la donne sur tout ce qu'on a besoin dans le corps? Est-ce que ça change réellement, concrètement quelque chose ou c'est une idée construite en fait? Alors en fait, c'est vrai qu'initialement, déjà préciser ce qui est végétarien, parce qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui font un peu des confusions entre tout ce qu'on entend. Donc végétarien ne consomme pas les produits avec la chair animale, donc ni viande, ni poisson, ni coquillage crustacés, on va dire comme ça. Et ensuite, ils mangent par contre les sous-produits animaux, donc l'œuf, le lait et le miel.
Le végétalien, il mange ni les produits, ni la chair animale, ni les sous-produits. Et le vegan, finalement, il alimente une alimentation végétalienne et également avec un mode de vie aussi, ou même dans ses vêtements, dans tout ce qu'il prend, il évitera d'avoir des animaux. Donc le végétarien, lui, qui consomme encore des œufs, des produits laitiers et du miel, la question c'est, donc il va supprimer la viande et le poisson, principalement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des protéines, il y a du fer, il y a également du zinc, il y a des oméga 3 pour les poissons gras. Donc l'idée, parfois, un petit peu l'erreur, je dirais, que des personnes qui se mettent à l'alimentation végétarienne, c'est qu'ils suppriment une catégorie d'aliments, mais ils ne vont pas les remplacer par d'autres. Dans la mesure où on remplace, donc on va chercher un petit peu dans les autres aliments qu'on a pour compléter ça, on peut tout à fait être végétarien, sportif et en très bonne santé. Mais il faut un petit peu réfléchir du coup à ce qu'il y a dedans et à comment combler un petit peu ses besoins. Pour les protéines, déjà l'œuf c'est une très bonne source de protéines, donc en général ça va plutôt bien fonctionner. On a aussi des protéines végétales qui sont un peu moins bien assimilées que les protéines animales, mais on peut faire ce qu'on appelle une combinaison de protéines. Par exemple le couscous qui est un plat où on met semoule pois chiche. On a pour les Mexicains riz, haricots rouges par exemple. Toutes ces combinaisons, c'est souvent céréales et légumes secs, ça complète les protéines. Les oméga 3, on les trouve principalement dans les poissons gras, ils sont un peu mieux assimilés, mais on en trouve aussi dans des sources végétales comme les noix, comme certaines huiles, l'huile de colza notamment, qui est pas chère pour les étudiants et à bon rapport qualité-prix. Donc il faut en apporter parce que parfois on peut prendre que de l'huile de tournesol ou que de l'huile d'olive par exemple. Et du coup les oméga 3 notamment, ils sont indispensables pour le cerveau, la mémorisation, la concentration. Et c'est des apports, si on les a pas dans l'alimentation, le corps les synthétise pas, donc ils sont dits indispensables. Donc ça pareil, il faut y penser. Et le fer aussi, ça parfois c'est un problème. Alors d'une part c'est un problème parfois pour certaines personnes même qui mangent de la viande ou du poisson, notamment pour les femmes qui perdent plus de fer via les menstruations. Et aussi quand on est sportif, on a des apports en fer plus élevés. Donc ça c'est souvent parfois un peu problématique. Et du coup, si on a une alimentation végétarienne, il faut avoir des sources de fer, notamment les céréales complètes, les légumes secs qui sont très riches en fer. Les noix aussi où on en trouve un peu, les œufs un peu. Et pendant le repas, il faut ajouter aussi une source de vitamine C. Comme par exemple, si on fait une salade de lentilles, on peut assaisonner avec un peu de citron, avoir un kiwi en dessert ou autre. Ça permet de mieux assimiler le fer qu'on a et également limiter les sources de thé et café pendant le repas. Donc je dirais qu'il y a des petites dispositions à prendre. Globalement, on s'en sort très bien, mais plus en fait on est sportif et plus on a des besoins élevés, et plus il faudra effectivement se poser la question, est-ce que là, je réponds bien à mes besoins dans tous ces aspects-là en fait. Ouais, et pas hésiter aussi à faire appel à des compléments alimentaires comme tu l'as dit. Ça a vraiment changé la donne? Alors je sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais le matin je me forçais vraiment à prendre un petit déjeuner, alors que de base je suis pas quelqu'un qui mange énormément le matin, mais je me forçais à prendre des œufs, un avocat, et à côté une clémentine ou un truc vitamine C, et surtout mes compléments alimentaires, du coup les multivitamines, le zinc et le fer. Et sur l'année, je crois que j'avais 2-3 ampoules de vitamine D à prendre, parce que c'est vrai que je fatigue très très vite, et du coup fallait vite récupérer. Après, moi en tout cas c'est des choses qui ont bien fonctionné, et c'est vrai que déjà pour la récupération, je sentais déjà, surtout pour les articulations à l'escrime, on est tout le temps énormément sollicité. Déjà d'une, ça m'aidait, ça aidait mon corps à s'améliorer et à récupérer un peu plus vite. Ouais. Par rapport à la question végétarienne, vegan, est-ce que tu es végétarienne? Non. Tu connais des gens qui le sont, donc des sportifs? Alors je sais que dans le monde du sport, chez certains athlètes de l'athlétisme, ils se sont lancés des défis de ne pas prendre de protéines animales et de se lancer vraiment dans un régime végétarien. Et ils ont trouvé plein d'alternatives que je trouve hyper intéressantes. Je sais pas, je pense qu'un jour je testerai sur une période. Un petit défi. Ouais, voilà. Et je pense que déjà d'une, ils ont changé un peu leur conception de l'alimentation, déjà d'une, parce que via aussi l'écologie, etc., le sport, prouver que on peut être sportif et à la fois faire très attention à l'écologie et à la santé des animaux. Et surtout, ils ont trouvé vraiment une alternative où pour eux, ça change rien, parce que ils rajoutaient des assaisonnements ou des arômes qui font que
ils ont vraiment l'impression de manger de la viande. Enfin, C'est voilà. ça, avec plein de viande végétale. Ouais, j'en mange exactement. souvent, et ça a le même goût de la viande. Ouais, de voilà. baguette, je me dis, c'est pas C'est la même chose, ouais, et voilà. Et C'est du coup, parfait pour les gens qui donc je sais qui ont pas. du mal au début et Ouais. qui adorent la viande, c'est l'alternative parfaite. Et en plus, en ce moment, on voit beaucoup, pour le coup, plein d'enseignes de fast-food et tout qui ramènent ce côté de plus ouvert sur tout ce qui est végétal. Ouais. Pour amener une clientèle et pour que tout le monde trouve Exactement. son compte. En fait. Clairement. C'est une bonne chose. Comme tu dis, pour l'écologie aussi, c'est... Ouais. J'avais une question pour toi. Donc, d'après un rapport qu'on a vu d'un syndicat étudiant, on est plus de 19% d'étudiants qui ne mangent pas leur faim, beaucoup qui sautent des repas par manque de temps et d'argent, et 49% qui ne prennent pas de fruits et des légumes de manière hebdomadaire, par aussi manque d'argent. Est-ce que tu penses que cela a des conséquences sur notre corps si on ne mange pas un bon apport fruits et légumes, si on saute des repas? Quelles sont les conséquences concrètement sur notre corps? Alors je dirais en fait, pour simplifier un petit peu, à partir du moment, on va dire, quand on répond à nos besoins, le corps il a tout ce qu'il faut pour fonctionner de manière optimale. Si notamment dans ce cas-là on est en dessous de ses besoins, parce qu'il y a peut-être des aliments qu'on supprime ou autres, ou par rapport à un aspect financier, il peut avoir différentes conséquences. Si c'est occasionnel, ça pose pas de problème. On a tous bien sûr des repas, on mange pas forcément équilibré, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Mais là où ça devient problématique, c'est quand ça dure pendant longtemps. Quand c'est occasionnel, c'est ce qu'on appelle un déficit. Un déficit, c'est un manque de certains nutriments, mais qui ne va pas avoir d'impact sur le fonctionnement du corps. Et quand c'est pendant une longue durée, on va appeler ça du coup une carence. C'est pareil, un déficit qui, pour le coup, va avoir un impact sur un défonctionnement. Parce que tout fonctionne finalement en synergie dans le corps. Donc si, après ça va dépendre de la nature de l'élément. Si c'est l'énergie qui va manquer, dans ces cas-là, il va y avoir un petit peu une conséquence. La première conséquence, on le sent tous, quand on manque un repas ou peut-être on attend trop longtemps avant de manger, la faim se transforme un petit peu en fringale. Donc une faim un petit peu pressante. Sa première conséquence de ça, c'est qu'on va puiser dans notre muscle pour produire de l'énergie à ce moment-là. Malheureusement, c'est pas dans la masse grasse. Donc là, du coup, si c'est régulé, notamment par exemple si c'est un sportif, au niveau de la récupération, ça va pas être terrible parce que lui, il veut construire et là, il va faire l'effet inverse. Ça peut aussi, sur le long terme, alors si c'est un étudiant par exemple qui a pas faim le matin et qui saute le petit déjeuner, peut-être il a pas faim le matin parce qu'il mange plus le soir. C'est pas gênant s'il saute ce repas, dans le sens où à ce moment-là, son corps lui réclame pas de manger, donc c'est le corps qui a raison, donc il va pas avoir d'incidence. Par contre, si à ce moment-là il a faim et il mange pas, il va rentrer justement dans un mécanisme de fringale, et si justement il est en contrôle sur ça en se disant il faut pas que je le prenne, il faut pas que je le prenne, et tous les matins il a faim, et que ça dure sur longtemps, effectivement ça peut être un petit peu un lit favorable pour notamment des troubles du comportement alimentaire. On voit d'ailleurs aussi chez certains sports à catégorie de poids, où ils doivent rentrer dans un poids de compétition, la boxe, le judo, mais aussi les sports esthétiques, la danse, etc., où ils doivent vraiment tenir un poids très restrictif pour la compétition. Et on se contrôle pour tenir ce poids, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'on, justement, s'est empêché de prendre en se disant « il faut pas », alors que mon corps y réclame, ça, c'est pas un mécanisme naturel, c'est un mécanisme de contrôle propre à l'homme, à notre société. Et du coup, ça peut créer ce qu'on appelle une hyperphagie derrière. Et donc, dès qu'on va avoir en disposition d'aliments, et notamment sucrés, on va plus facilement se jeter dessus. Et bien sûr, quand ça nous arrive occasionnellement, c'est pas problématique, mais quand derrière, il y a tout l'aspect émotionnel qui joue, et les autres problèmes un petit peu sur la santé mentale, l'anxiété, du stress, etc., ça peut entraîner des troubles du comportement alimentaire. Ensuite, pour certains nutriments qui peuvent manquer, les fruits et légumes, il y a par exemple la vitamine C, ça va avoir un impact sur l'immunité. Donc notamment, on va plus facilement tomber malade. Et ensuite, voilà, principalement, on va dire que c'est sûr que si c'est sur le long terme, l'étudiant il va être moins concentré, plus fatigué et moins être au top pour ses études. Mais dans des courtes durées, quand même, on a de la chance d'avoir une société quand même où on a quand même, on se rattrape quand même sur les autres aliments. Et globalement, logiquement, si c'est pas sur de la trop longue durée, ça devrait aller.
Mais effectivement, plus ça dure et plus ça peut être problématique pour la forme, la santé, les performances et également l'état de bien-être général, c'est sûr. Il faut privilégier au moins les 3 repas par jour. C'est pas vraiment 3 repas, ça va dépendre. En fait, ça peut être 3 repas. La plupart du temps, c'est 3 repas pour tout le monde. La plupart du temps, encore une fois, c'est des messages qu'on a dans la société. Mais on a tous un corps différent, on a tous un métabolisme différent, on a tous des habitudes. Et finalement, c'est le corps qui a raison. Si vous forcez de manger alors que vous n'avez pas faim, il n'y a pas forcément besoin. Par contre, si vous empêchez de manger alors que vous avez faim, là, effectivement, ça crée des équilibres. Le contrôle, c'est le pire du coup. Voilà, le contrôle, c'est le pire. Et l'important, c'est vraiment d'apprendre à réécouter ses signaux, son corps, et les comprendre, en fait, finalement. Et dès qu'on écoute le corps, en général, tout fonctionne bien. Du coup, j'avais une dernière question pour toi, Zora. Est-ce que tu habites seule ou chez tes parents pour savoir si tu arrives à gérer tes plats toute seule, comment tu arrives? Alors là, j'ai la chance de vivre chez mes parents, mais pour ma préparation olympique, ça faisait déjà 4 années que j'avais fait un peu un sacrifice au sens où j'ai dû faire des allers-retours ou même déménager un peu à Orléans pour mes entraînements parce que là-bas, il y avait une académie privée avec du coup tous les meilleurs internationaux. Et c'est vrai que la question de l'alimentation est revenue assez régulièrement avec notre coach parce que il se rendait compte que des fois, il y avait plein d'étrangers qui allaient manger dehors et on faisait pas forcément attention et puis les week-ends, c'était pas fou quoi. Et du coup, elle nous avait envoyé une liste de ce qu'on devait manger en apport, etc. Ou par exemple, c'est vrai parce que on s'entraînait de 9h à 15h, du coup on finissait à 15h et que normalement les repas, c'est généralement le déjeuner, il est généralement vers 11h, 13h maximum. Du coup, c'est vrai que vers 15h, on n'avait pas forcément faim. Et déjà, de se faire à manger, cuisiner, etc., c'était long. Et en fait, le temps de finir, il était déjà soit 16h, 17h. Donc, je mangeais et au final, le soir, j'avais pas forcément faim. Ou je mangeais un truc vraiment très, très, très léger. Et le matin, je me forçais un peu plus à manger parce que je savais que j'avais fait qu'un repas la veille. Et au final, sur ce cycle olympiade, en fait, mon corps s'est habitué à ce rythme. En fait, ce rythme d'entraînement, du coup, quand j'avais des semaines de repos ou de vacances et que je rentrais, quand je voyais mes amis ou mes proches manger à midi, moi, j'avais pas faim. Et du coup, je reprenais quand même, je faisais attention au sens où je gardais le rythme de 15 heures. Et après, je mangeais parce que, c'est en fait très difficile de changer de cycle alimentaire et de revenir directement. Du coup, fallait quand même que je fasse très attention à l'adaptation de mon corps parce que des fois, il va pas forcément comprendre, il va réagir différemment et c'est à ces moments-là où tu te blesses rapidement. Et pour la fac, tu fais comment pour tu manges à quelle heure? Alors là, j'ai la chance de... la fac, ça va. J'ai pas énormément de cours, donc j'ai la chance de manger aux rues, mais c'est vrai que les premières semaines du premier semestre, c'était assez intense. Du coup, par exemple, le mercredi, on n'avait même pas 30 minutes pour manger. Du coup, j'allais à la cafette et c'est vrai que le panini ne suffisait pas. Le panini ne suffisait pas du tout. Du coup, on attendait vite de finir pour aller remanger, quoi. Voilà. Mais voilà. Et surtout que pour le coup, à la cafette, c'est plus cher que quand tu manges exactement. Au resto universitaire, c'est ça. en fait, donc, c'est ça. Et t'as pas le même régime alimentaire. T'as pas le Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert. Ouais, exactement. Ouais. Même les wraps, moi j'en prends des fois, je suis en mode c'est l'entrée quoi. Ouais, c'est ça. Clairement. C'est pas possible, c'est vraiment ça. Mais voilà. Mais pareil, c'est aussi compliqué de devoir s'adapter. Par exemple, quand on voyage à une autre culture, je sais que par exemple, on va en Espagne, ils mangent à des horaires différents et du coup, il faut s'adapter, essayer de trouver des alternatives. Ouais, c'est ça, des alternatives en fait. Et en fonction des cultures, même des familles, comme tu dis, quand on est étudiant, on prend une habitude à manger à cette heure-là. Quand on va avec notre famille, en fait, on mange à ce moment-là, mais on n'a peut-être pas assez faim, donc c'est hyper compliqué. Même là, pour l'époque des fêtes et tout, tu te fais plaisir aussi. Donc, là, je me fais plaisir. Là, franchement, hier, j'étais en raclette, donc ouais. Mais ouais, je me dis au sens où si je veux me frustrer, ça va être un blocage. Ça va me créer ça sert à rien. Mais juste, je fais attention parce que, j'ai jamais eu ce problème de faire très attention à chaque fois, mais... j'ai eu la chance quand même d'avoir une famille où on faisait déjà très attention petit sur l'alimentation, l'équilibre, etc., les apports. Donc, t'avais déjà les bases. Ouais, j'avais déjà les bases, donc j'ai quand même cette chance-là. Et c'est vrai, notamment, je reviens sur le fait de voyager. Par exemple, nous, on est partis un moment en Asie, en Corée, et c'était très difficile pour nous. En tant qu'Européens, c'est très, très, très difficile parce qu'il n'y a pas forcément de sucre, il n'y a pas
leur sucre, c'est pas pareil que nous. Nous, enfin, je sais pas, nous, on est plus chocolat ou sucré vanille, enfin, et eux, c'est pas ça. Et le matin, tu vois, enfin, les apports, ils sont complètement différents avec des légumes et des choses complètement différentes que nous. Ouais. Faut s'adapter. Ouais, c'est ça. Dans cette rubrique culture, on va pouvoir vous présenter 2 chefs qui, eux, nous ont fait découvrir 2 plats de cultures différents venant d'un autre continent. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avec Télé Sorbonne, nous sommes allés à la rencontre de Julien et Mamadou de Savane et Mousson, un food truck situé sur le parvis de la bibliothèque François Mitterrand pour tout apprendre sur le mélange des cultures à travers la cuisine. Savane et Mousson, c'est un concept qui fusionne les saveurs d'Afrique et d'Asie sous différentes formes. On a commencé par un service traiteur événementiel. On a ensuite développé la gamme restaurant, où on a plusieurs restaurants en Ile-de-France, et aussi la gamme food truck. Du coup, on en a 2 actuellement, un qui se déplace pour des événements et un qui est stationné en permanence ici sur le parvis de la bibliothèque François Mitterrand. Et la particularité de ce food truck, en fait, c'est que c'est un bus anglais qu'on a réaménagé pour en faire en fait un petit restaurant. Là, on se trouve à l'étage. Et comme vous pouvez le voir, il y a des places pour manger, la cuisine est juste en dessous et on l'a super bien décoré, ce qui fait plaisir à nos clients. Les clients me disent que souvent c'est le jollof et le Sahel. C'est déjà c'est le riz rouge, comme vous l'entendez, jollof, c'est mon wolof, tu vois, c'est sénégalais. Il y a le riz rouge et le bœuf sauté aux oignons. Aussi, il y a des ingrédients, des légumes, il y a concombre, tout ça. Après, il y a les toppings aussi. Mais c'est très bon en fait. Il ne faut pas oublier que sur tout le bento, on a la banane plantain. Et nos clients viennent pour ça. Ouais, la banane plantain, surtout. Ça te fait voyager entre Afrique et Asie. Laisse tomber, c'est curieux. C'est un constat qu'on a fait avec Savane et Mousson. En fait, l'histoire de Savane et Mousson, pour connaître un peu la genèse du projet, c'est que en fait, mon associé qui n'est pas présente aujourd'hui, c'est Aïssata, qui est elle d'origine malienne, et moi je suis d'origine du Vietnam. Et en fait, pendant nos études, pour valider notre diplôme, on a été amené à devoir valider une période internationale. Et le hasard a fait que je suis parti en mission humanitaire au Sénégal chez Mamadou, et Aïssata est partie en Asie pour son stage. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en Afrique et en Asie, on mangeait les mêmes ingrédients, mais cuisinés de manière différente. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de créer une cuisine fusion, parce que il n'y a rien de mieux qui se mélange avec le gingembre que le gingembre, qui se mélange avec le tamarin que le tamarin. Et du coup, on est parti de ces ingrédients communs entre les 2 cuisines pour créer des recettes sous format traiteur d'abord, et ensuite on l'a décliné sur les restaurants et les food trucks. Et aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir proposer une large gamme de produits à nos clients, ce qui permet aux Asiatiques de découvrir un peu comment les Africains mangent ces ingrédients, et aux Africains comment les Asiatiques mangent ces ingrédients, avec bien évidemment l'ingrédient principal dans les cuisines d'Afrique et d'Asie, qui est une céréale de civilisation. En fait, c'est le riz. En Afrique et en Asie, on est des mangeurs de riz, et du coup, c'est ce qui nous rassemble autour d'une table. Eh bien, merci pour ces réponses. Et si vous avez l'eau à la bouche, je vous invite à venir à Savane et Mousson, sur le parvis de la bibliothèque François Mitterrand, pour manger des bananes plantain et plein de sortes de riz. Merci beaucoup. Enfin, avec cette rubrique fun, nous allons terminer en beauté et en gaieté avec Maëlle et Angèle qui vont nous faire rire. Le plateau est désormais à eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les raclos du fourneau. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans nos nouveaux locaux après l'incendie de notre cuisine sur l'épisode de la focaccia. Non. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à cuisiner la recette parfaite pour impressionner vos dates. Il s'agit du croque flop. Pour cette recette, vous aurez besoin de pain de mie de qualité. Vous aurez également besoin de lardons vegan, car nous sommes d'énormes wokistes. Vous aurez également besoin d'œufs élevés en plein air. Et bien sûr, du fromage. Le fromage de votre choix, nous vous recommandons le comté. Et n'oubliez pas le poivre afin d'assaisonner votre recette. La première étape de votre recette consiste à retirer l'emballage du pain de mie afin d'éviter tout risque lié à l'étouffement. Vous allez ensuite vouloir faire griller votre pain à l'aide d'un grille-pain. Tiens Maëlle. Merci.
Positionnez votre pain comme ceci. Voilà. Et mettez-le à griller pendant la durée réglementaire. Pendant ce temps, vous allez pouvoir prendre vos petits lardons végétaux et les mettre dans votre poêle. Mais non, gros nigo, pas ces poils-là. Pardon. 7 poils. Je me trompe tout le temps. Mettez vos petits lardons avec bien sûr de l'huile d'olive, très important. Et vous mettez vos petits lardons dans votre poêle, comme ceci. Les bons lardons. Et vous allez pouvoir les faire griller tranquillement pendant la durée également réglementaire. Attention, très important. Pendant ce temps-là, vous allez vouloir faire cuire votre œuf. Vous pouvez les faire cuire avec vos lardons pour un maximum de saveur. Attention, n'oubliez pas à retirer la coquille. Ah mais oui, j'oublie tout le temps. Oh. Oupsie. Et voilà, vous allez pouvoir faire tranquillement griller votre œuf avec vos lardons. N'oubliez pas d'ajouter vos petites épices. On vous conseille ce mélange. N'hésitez pas à mettre le maximum d'épices pour un maximum de saveur. Voilà, comme ça c'est bien. Une fois votre œuf cuit, vous pouvez ensuite récupérer votre pain dans le toaster, le placer dans votre plus belle assiette. Hop. Vous mettez votre petit comté râpé, produit par nos agriculteurs français que nous aimons tant. Hop là. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter votre petit mélange avec d'abord votre petit œuf, Bien cuit, évidemment. comme ceci. Et ensuite, votre gros lard. Mais non, pas celui-ci. Le lard comme ceci. Ah oui, pardon. Et vous mettez votre petit lard. Voilà. Eh bien écoutez, nous espérons que cette recette vous a plu et... Philippe Etchebest. Mais c'est un véritable cauchemar en cuisine. Philippe, nous pouvons tout vous expliquer. N'avez-vous jamais été étudiant, Philippe? Bon, goûtons ce chicken McNuggets. Il s'agit d'un croque flop en réalité. Viens manger, Philippe. Merci, mamie. Waouh, vous êtes de véritables top chefs. Jingle. Pour la dernière séquence de notre émission Les Raclots du Fourneau, nous avons un invité très spécial. Il s'agit des Filipe de la Pizza, italiano-breton, venu goûter notre croque-flop. Bonjour Filipe. Parmigiano, Milano, Roma, Dola Dolce Vita, Rachida Dati. J'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup Filipe d'avoir accepté notre invitation pour goûter notre croque-flop. J'espère qu'il va vous plaire. Grazie mille, la paella, la salmonera, À méditer. la guerra in Ucraina. Alors Filipe, vous en pensez quoi? Mamma mia. Je pense que ça veut dire qu'il a adoré notre croque-flop. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Raclots du Fourneau. Nous sommes ravis de vous avoir retrouvés dans cette émission spéciale pour notre croque-flop et nous espérons que vous allez réaliser notre recette. N'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Jingle! J'espère que le monsieur va bien parce que son état était pas vraiment... Ouais, et on souhaite beaucoup de courage à la personne qui va devoir nettoyer tout ça parce que c'est un sacré massacre. Hein. Ouais, force à vous. En tout cas, merci énormément tout le monde d'avoir regardé cette nouvelle télémission. On est super fiers du travail qu'on a donné avec toute l'équipe et on espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine. Et on se retrouve bientôt tout le monde. Merci.